Courbet est l'un des artistes les plus puissants et les plus complexes du XIXe siècle. Nous avons vu comment il opère une stratégie du scandale avec une intuition rarement égalée de ce qu'elle suppose comme nécessaire à sa notoriété. Dès 1848-1849, ces toiles s'opposent aux critères de l'académisme, à l'idéalisme, aux outrances romantiques. Transgressant la hiérarchie des genres, elle perturbe les frontières de l'art. Son individualisme, son égocentrisme, son insolence insupportent ses contemporains. Rarement un artiste ne fut autant insulté de son vivant. Ses contemporains ne le ménagent pas dès qu'ils trouvent l'occasion de lui régler son compte, et après l'épisode sanglant de la Commune, ils lui font porter injustement toute la faute du déboulonnage de la colonne Vendôme, exigent qu'il la fasse relever à ses frais, confisque tous ses biens. Forcé de s'exiler en Suisse, il entretient avec sa famille et ses amis une correspondance qui permet de constater la lucidité et la subtilité de sa réflexion. Il meurt épuisé à l'âge de 58 ans. Par solidarité avec ses compatriotes exilés de la Commune de Paris, Courbet refusa toujours de retourner en France avant une amnistie générale. Sa volonté fut respectée et son corps fut inhumé dans le village suisse où il s'était fixé, à la tour de Pèse, le 3 juillet 1878, après sa mort, survenue le 31 décembre 1877 au cours du réveillon, son cœur ayant lâché. Dans le réveil du 6 janvier 1878, Jules Vallès rend hommage au peintre et à l'homme de paix. Il a eu la vie plus belle que ceux qui sentent, dès la jeunesse et jusqu'à la mort, l'odeur des ministères, le moisi des commandes. Il a traversé les grands courants, il a plongé dans l'océan des foules, il a entendu battre comme des coups de canon le cœur d'un peuple, et il a fini en pleine nature, au milieu des arbres, en respirant les parfums qui avaient enivré sa jeunesse, sous un ciel que n'a pas terni la vapeur des grands massacres, mais qui ce soir, peut-être, embrasé par le soleil couchant, s'étendra sur la maison du mort comme un grand drapeau rouge. Rares sont les artistes qui, à cette époque, ont davantage que Courbet construit leur carrière grâce à la stratégie du scandale et de la provocation, sous-tendue par un élan à la fois individualiste et moral. Stratégie dont fait partie aussi l'élaboration de l'œuvre anticléricale, le retour de la conférence, qui réussit l'exploit en 1863 d'être refusée au Salon des refusés. Les critiques du temps ont toujours été partagées de façon radicale autour des œuvres du peintre, les détracteurs stigmatisant à travers leurs cris d'horreur la peinture réaliste, comme Baudelaire, qui fut d'abord son ami, puis un ardent opposant, qui voyait certes en Courbet un puissant ouvrier, une sauvage et patiente volonté, mais surtout un de ces anti-surnaturalistes qui livrent une guerre à l'imagination avec leur philosophie de brute et leur pauvreté d'idées. En 1867, Edmond de Goncourt revient consterné de la visite du pavillon Courbet. Rien, rien et rien dans cette exposition de Courbet. À peine 2 ciels de mer. Hors de là, chose piquante chez ce maître du réalisme, rien
de l'étude de la nature. Le corps de sa fable au perroquet est aussi loin dans son genre du vrai du nu que n'importe quelle académie du XVIIIe siècle. Le tableau « Le sommeil » de celui qu'il appelle un idiot populaire ne lui inspire que du dédain. Deux corps terreux, sales, brenneux, noués dans le mouvement le plus disgracieux et le plus calomniateur de la volupté de la femme au lit. Rien de la couleur, de la lumière, de la vie de sa peau, rien de la grâce amoureuse de ses membres, une ordure bête. Les défenseurs de la peinture de Gustave Courbet la considéraient, eux, capable de véhiculer esprit d'indépendance, liberté et progrès. Au milieu de toute la haine déchaînée contre lui, Courbet trouve des alliés puissants. En mai 1854, Courbet, qui trouve en Bruyas un véritable mécène avide de modernité, avec qui échanger des points de vue critiques et, en apparence, un même idéal, le rejoint à Montpellier. Il en profite pour saisir l'âpre beauté des paysages du Languedoc durant un long séjour. L'automne venu, il tombe malade, saisi par une sorte de fièvre et est soigné par une amie proche de Bruyas, une belle Espagnole dont il peint le portrait. Durant l'été, Courbet rendra par ailleurs hommage à son protecteur en exécutant une grande composition intitulée « La rencontre », dite « Bonjour, Monsieur Courbet ». C'est à Bruyas qu'il confie espérer réaliser un miracle unique, vivre de mon art pendant toute ma vie sans m'être jamais éloigné d'une ligne de mes principes, sans jamais avoir menti un seul instant à ma conscience, sans même avoir jamais fait de la peinture large comme la main pour faire plaisir à qui que ce soit, ni pour être vendu. En 1977, l'année du centenaire de la mort du peintre, une commémoration a lieu qui permet à Paris, au Petit Palais, d'accueillir une rétrospective également présentée à Londres. Ensuite, les études sur l'œuvre de Courbet se multiplient. La rétrospective organisée en 2007-2008 à Paris au Grand Palais et à New York au Metropolitan Museum of Art rend plus sensible la diversité de la production du peintre. En 2017, Thierry Gaillard publie un article consacré à l'analyse transgénérationnelle de Gustave Courbet, à savoir les répercussions sur la vie du peintre des deuils non faits de son frère aîné et de ses deux oncles, maternels et paternels, tous des héritiers en puissance. Cette position d'être un enfant de remplacement va motiver le peintre à sortir du lot, à innover, tout en conférant à son œuvre une force exceptionnelle, caractéristique du besoin de reconnaissance, jamais satisfait, dont souffrent les enfants dits de remplacement. En général. Thierry Gaillard écrit « Les enfants de remplacement souffrent d'un manque de reconnaissance qu'ils ne parviennent pas à surmonter, en tout cas pas de leur vivant comme Vincent Van Gogh ou Camille Claudel. Il faut savoir qu'un enfant conçu pour remplacer un frère aîné, comme c'est le cas de Courbet, risque d'en subir les conséquences, c'est-à-dire d'être rejeté s'il diffère trop de ce qu'on attend de lui. Que faudrait-il que Courbet fasse pour se libérer de ce statut d'enfant de remplacement ?
De telles questions sont légitimes quand on sait à quel point Courbet cherchera à se distinguer, toujours porté par cet impératif de ne pas être confondu avec un autre. Il ira jusqu'à révolutionner la peinture de son époque pour se faire reconnaître comme un innovateur, incomparable à tous les autres peintres de son époque. Son œuvre sonnera le glas des anciens critères en matière d'art, comme s'il avait voulu enterrer un monde passé pour se donner une nouvelle place, comme s'il voulait que l'on fasse le deuil d'un frère aîné pour qu'il puisse être reconnu en tant que lui-même et non pas comme son remplacement. L'approche transgénérationnelle de M. Thierry Gaillard nous permet de revenir sur l'enfance de Courbet. Courbet aurait été conçu le jour anniversaire de la naissance et mort de son frère aîné, qui ne vécut que 2 heures. Gustave Courbet est né le 10 juin 1819 à Ornans, près de Besançon, dans le Doubs. Il vient d'une famille aisée puisque son père, Régis Courbet, gère en héritage une ferme et des terres au village voisin de Flagey. Il est lui aussi un enfant de remplacement. Du côté de sa mère, il est le descendant des Oudot, traditionnellement vignerons à Ornans. Les biographes s'accordent à dire que Gustave Courbet aurait hérité du tempérament révolutionnaire de son grand-père maternel, Jean-Antoine Oudot, ancien conventionnel de la Révolution française, aux idées anticléricales, membre de la municipalité d'Ornans. La devise qu'il inculque à son petit-fils, « Crie fort et marche droit ». L'implication de Courbet dans la Commune évoque celle de son grand-père maternel, qui participa aux premières révolutions vers 1793. Gustave raconte « Mon grand-père était un sans-culotte. Je lui dis « Grand-père, nous sommes en République !»« En République ?» répondit-il. « Je t'avertis que vous ne la conserverez pas longtemps, et du reste vous n'en ferez jamais autant que nous. » Pour moi, ces paroles étaient blessantes. Car à quoi sert la vie si les enfants n'en font pas plus que leur père? J'avais ces mots sur le cœur, aussi pendant 20 ans me suis-je morfondu à savoir comment j'en pourrais faire plus que mon grand-père. Courbet est le frère aîné de 3 sœurs qu'il peindra souvent, Zoé, Zélie et Juliette, la petite dernière qui s'occupera de son œuvre au-delà de sa disparition et fera de nombreux legs à la ville de Paris. Voici les 3 sœurs en demoiselles de village faisant l'aumône à une petite mendiante. Et voici Juliette, à 2 âges opposés de sa vie. En 1987, on découvrit dans une vente aux enchères un petit tableau apparaissant sur le catalogue de la vente comme appartenant à l'école française du XIXe siècle, sans aucune indication supplémentaire. Il s'avéra, après quelques nettoyages, que c'était un portrait de Juliette Courbet, peint par son frère, quand celui-ci avait 24-25 ans. Lorsque les nouveaux propriétaires firent la proposition de céder ce petit tableau pour la somme de 250 000 €, l'association Les Nouveaux Mécènes de Courbet se porta acquéreur et ouvrit un appel à souscription pour réunir la somme et déposer le tableau au musée Courbet de Ornans. Les membres de l'association estiment que, parmi les rares portraits de Juliette, ce dernier est le plus original dans le choix du profil, du fond neutre avec un style tout en délicatesse et parfaitement maîtrisé. Par les lignes du visage, le teint de porcelaine, Courbet affirme la noblesse du caractère de son modèle tout en restituant l'innocence de l'enfance. Ce qui nous a plu, notamment, c'est cette émotion et cette sensibilité exprimée par le peintre dans la représentation de sa sœur. Cette petite sœur chérie donc, qui défendit avec ardeur l'œuvre de son frère et qui n'en fut pas forcément récompensée.
Voici un encart publié dans la Vie comtoise qui nous montre comment ce travail ne fut pas en son temps apprécié à sa juste valeur. La Vie comtoise, la mort de Mademoiselle Courbet. La Renaissance annonce la mort de Mademoiselle Courbet qui eut lieu le 13 mars dernier et qui, pour des raisons ignorées, ne fut annoncée à personne. Mademoiselle Juliette Courbet est morte à Paris le 13 mars dernier sans que personne n'ait été avisé dans Paris, ni l'État, à qui elle avait donné autrefois l'enterrement à Ornans, ni la ville de Paris, qui lui doit l'une des plus belles salles de son petit palais. C'est le hasard seul qui nous a fait connaître la mort de cette femme de bien, de cette bienfaitrice de nos musées. À 12 ans, au petit séminaire d'Ornans, Gustave Courbet est sensibilisé à la peinture par son professeur de dessin, Claude-Antoine Beau, qui se sert de la jolie figure de l'adolescent comme modèle pour ses peintures de saints, comme ici, dans une interprétation de saint Varnier, patron des vignerons. Pour le futur combattant anticlérical que devint Courbet, ce n'était pas particulièrement prémonitoire. Puis, au Collège royal de Besançon, il suit des cours de dessin de Charles-Antoine Flageoulot, directeur de l'école des beaux-arts de la ville. Vraisemblablement élève de Jacques-Louis David, Charles-Antoine Flageoulot aura aussi comme élève Louis Pasteur. Selon certains, ce professeur peintre était un excentrique qui se proclamait le roi du dessin. Son style académique, comme nous le voyons dans ce Persée, ne fut pas franchement suivi par l'élève Courbet, bien que dans un courrier à ses parents, Gustave Courbet écrivit « Monsieur Flageoulot est un bon professeur ». Fin 1839, Courbet monte à Paris, soi-disant pour y suivre des études de droit, comme son père le souhaitait. Mais il fréquente l'atelier du peintre Charles de Steuben, peintre d'histoire, à qui nous devons cette mort de Napoléon, et celui de Nicolas-Auguste Hess, auteur de cet évanouissement de la Vierge, qui l'encourage. Courbet a un œil, un talent inédit pour les couleurs. Au Louvre, il copie les maîtres, et sans se soucier de suivre une des écoles réputées de la capitale, il poursuit sa formation de manière autodidacte. Il ne reconnaîtra jamais l'influence d'un quelconque professeur. Il fréquente la bohème parisienne qui se retrouve dans l'établissement de la mère Grégoire, la brasserie Handler-Keller. Voici la corpulente mère Grégoire. Dans la brasserie, il retrouve Max Buchon, son ami de longue date, de la bande d'Ornans, pour lequel il a illustré des poèmes. Dans cette même brasserie, il rencontre Auguste Clesinger, à qui l'on doit La femme piquée par un serpent. On lui doit aussi une Pietà de l'église Saint-Sulpice et Louise de Savoie, comme sur la photo, une statue de la série des reines de France et femmes illustres au jardin du Luxembourg. Ce même Clesinger épousa Solange Dudevant, la fille de George Sand, perdit ses deux filles, dont l'une par une négligence de sa part, et finit sa vie dans les bras de la sulfureuse demi-mondaine Berthe de Courrières, dont il fit un buste de Marianne. Voici Nini, la fille de Auguste Clesinger et la petite-fille de George Sand qui l'aimait tant.
Elle mourut, hélas, toute jeune, d'une scarlatine, parce qu'elle était mal couverte. Gustave Courbet compta aussi parmi ses amis à la brasserie Andler-Keller Henri Murger, le célèbre auteur des scènes de la vie de Bohême qui émut tout Paris grâce aux aventures des pauvres artistes parisiens. Mimi, Rodolphe, Schaunard, Musette. Ce même Henri Murger, dont les frères Goncourt firent cette description acide dans leur journal. C'est merveilleux, la maladie utérine de Murger pour la femme, le besoin qu'il éprouve de se frotter à une de ses peaux, de coucher sa muse érotico-lymphatique dans le giron d'une salope. Ne trouvant personne pour aller au bordel, il s'enfuit au foyer des variétés. C'est étonnant comme cette intelligence n'est faite pour aucun des plaisirs sérieux de l'intelligence, ni les gouttes, ni les sangs, et est dépaysée dans une conversation un peu haute comme une convive de goguette dans un dîner diplomatique. Merci, les frères Goncourt. Gustave Courbet avait un besoin impérieux de retrouver son terroir. Aussi s'installa-t-il à Ornans pour y peindre certaines des toiles qui le rendirent célèbre et en firent la proie des critiques que le réalisme du peintre révoltait. Mais ceci, nous l'avons déjà vu. Nous ne pouvons nous abstenir, cependant, de mentionner ce qui fait de Courbet un peintre encore censuré sur les réseaux sociaux. Il s'agit de cette œuvre qui ne fut publique qu'à la fin du XXe siècle. L'origine du monde. L'origine du monde, en effet, fut une commande privée attribuée à Khalil Bey, un diplomate turc fraîchement installé à Paris. Présenté par Sainte-Beuve à Courbet, il commande une toile à ce dernier pour sa collection personnelle de tableaux érotiques qui compte, entre autres, le bain turc d'Ingres. Il se serait porté acquéreur du Rêve, Vénus découvrant Psyché, mais le tableau est déjà vendu. Courbet lui propose et lui vend simultanément, en 1866, Le Sommeil, et L'origine du monde. Maxime Ducamp, écrivain, en visite chez le Khalil Bey, décrit ainsi le tableau. Dans le cabinet de toilette du personnage étranger, donc Khalil Bey, on voyait un petit tableau caché sous un voile vert. Lorsqu'on écartait le voile, on demeurait stupéfait d'apercevoir une femme de grandeur naturelle, vue de face, émue et convulsée, remarquablement peinte, reproduite con amore, ainsi que disent les Italiens, et donnant le dernier mot du réalisme. Mais, par un inconcevable oubli, l'artisan qui avait copié son modèle d'après nature avait négligé de représenter les pieds, les jambes, les cuisses, le ventre, les hanches, la poitrine, les mains, les bras, les épaules, le cou et la tête. Depuis que le tableau est entré dans les collections publiques, les spéculations sur l'identité de son modèle vont bon train. La dernière proposition tient la corde et on pourrait s'accorder à croire qu'il s'agit là d'une partie de l'une des maîtresses de Khalil Bey, Constance Quegnot, danseuse à l'opéra, depuis qu'un spécialiste d'Alexandre Dumas a restitué le sens corrompu d'une lettre de ce dernier à George Sand où il écrit
On ne peint pas de son pinceau le plus délicat et le plus sonore l'intérieur de Mademoiselle Queignaud de l'Opéra. L'origine du monde fut longtemps cachée par un autre tableau de Gustave Courbet, le château de Blonay. Il passa entre les mains de plusieurs propriétaires, dont le philosophe Lacan. Le tableau continue de marquer les esprits et d'inspirer les artistes. Voici quelques interprétations contemporaines. Agnès Thurnauer a couvert l'origine du monde, ce symbole fort de féminitude, de noms d'artistes qu'elle a féminisés. On peut lire Francine Picabia, Jacqueline Pollock, Valérie Kandinsky, Eugénie Delacroix, Théodora Géricault, Marcelle Duchamp et d'autres. Voici l'origine de la guerre d'Orlan. L'œuvre de cet artiste emblématique tourne autour du corps, que ce soit par le biais de la photographie, de la peinture, de la sculpture, du numérique. Dès les années 60, elle place le corps au centre de sa démarche artistique. Voici ce que dit l'artiste de cette œuvre. En fait, quand j'ai fait cette œuvre, j'ai voulu voir ce qui se passait sur un homme quand on faisait comme on a fait avec cette femme, en lui coupant la tête, les bras et les jambes pour qu'il ne reste plus qu'un ventre, un sexe. Et donc j'ai fait la même chose avec un homme en l'intitulant un peu différemment. Le 29 mai 2014, l'artiste performeuse expose ainsi son sexe au musée d'Orsay à Paris, juste au-dessous de l'œuvre de Gustave Courbet intitulée « L'origine du monde ». Cette dernière performance est accompagnée par la voix préenregistrée de l'artiste qui répète comme une litanie les mots « Je suis l'origine, je suis toutes les femmes, tu ne m'as pas vue, je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme », avec l'Ave Maria de Schubert en fond sonore. Duchamp nous dit « Je voulais m'éloigner de l'acte physique de la peinture. Pour moi, le titre était très important. Je m'attachais à mettre la peinture au service de mes objectifs, à m'éloigner de la physicalité de la peinture. Pour moi, Courbet avait introduit l'accent mis sur le côté physique au XIXe siècle. Je m'intéressais aux idées et pas seulement aux produits visuels. Je voulais remettre la peinture au service de l'esprit et ma peinture fut, bien entendu, immédiatement considérée comme intellectuelle, littéraire. Ici, Cash Brown nous propose une double citation et un jeu de mots. En effet, le lièvre en anglais « hare » peut être l'homonyme de « hair », le poil. Les deux œuvres réunies sont aussi emblématiques l'une que l'autre. Le lièvre d'Albrecht Dürer est aussi devenu une icône au même titre que l'origine du monde. Le meilleur moyen de ne pas regarder l'origine du monde, c'est encore de lui tourner le dos. Ce que font les 8 personnages de ce tableau, visages impénétrables de fonctionnaires zélés, dont le service administratif ne souffre aucune fantaisie, ils adressent au regardeur sous le sourcil haut un regard inquisiteur. Chez nous, dit Xi Yin, il n'y avait pas d'œuvres occidentales, seulement de mauvaises photos en noir et blanc. Lorsque j'ai vu pour la première fois un tableau de Georges de la Tour, j'ai éprouvé le même choc que devant une femme dont tu es amoureux depuis longtemps sans qu'elle te connaisse. Enfin, elle est en face de toi. Ainsi, avec Courbet, grâce à Courbet, nous restons toujours à la frontière d'un scandale.
Le 10 juin 2019, Emmanuel Macron se rendait à Ornans à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet. Il a rendu hommage devant quelques 400 personnes rassemblées sous un chapiteau au goût pour la liberté et l'utopie, ainsi qu'à la volonté de transgresser de Gustave Courbet. Des gilets jaunes attendaient le président pour disputer l'héritage du célèbre peintre et communard. En cette année de commémoration, nous affirmons que Courbet aurait probablement revêtu un gilet jaune. Et de mentionner que Gustave Courbet, peintre du réalisme et des petites gens, lutta toute sa vie pour défendre un idéal de liberté et d'émancipation. Et saisissant l'occasion de fustiger le gouvernement, certains dissidents rappelèrent qu'en 1870, Courbet refusait la Légion d'honneur, déclarant « L'État est incompétent en matière d'art. Son intervention est toute démoralisante, funeste à l'artiste, qu'elle abuse sur sa propre valeur, funeste à l'art, qu'elle enferme dans des convenances officielles et qu'elle condamne à la plus stérile médiocrité. » En 2013, un dossier plaidant pour le transfert de la dépouille de Gustave Courbet, conservée dans le cimetière d'Ornans depuis 1919, vers le Panthéon, est déposé auprès du président des Centres des Monuments Nationaux. Le Temple de la République doit accueillir en son sein, avec Gustave Courbet, un artiste, un défenseur de la liberté et le peintre de la femme. Cette proposition d'hommage posthume à l'artiste est appuyée par une tribune dans le quotidien de l'art où il est affirmé que la République a une dette envers sa mémoire, puis par une tribune dans le monde.fr où il est dit qu'en honorant Courbet, c'est l'engagement républicain et la justice que l'on honorerait, qu'en honorant Courbet, c'est le monde d'aujourd'hui et celui des beaux-arts que l'on honorerait, et qu'en honorant Courbet, c'est la femme avec un grand F que l'on honorerait. En effet, auteur de plusieurs icônes de la modernité, Courbet est également le peintre de la femme telle qu'en elle-même, hors de toute idéalisation factice. Son regard fut exempt de toute domination masculine. Les historiens d'art, mais aussi la présence des femmes et féministes, souscrivant ci-dessous à notre démarche, en attestent. Aucun peintre n'eut plus d'empathie avec ces modèles féminins. Aucun n'a offert à leur image de représentation plus juste et plus sincère qui les glorifie sans jamais les dégrader ni les désincarner. Gustave Courbet ne fera pas son entrée au Panthéon. Il ne fit pas partie des 4 personnalités choisies par le président de la République. Pas vraiment une surprise, car sa candidature n'avait guère suscité l'enthousiasme sur sa terre natale, à Ornans, où se trouve sa tombe. Ce fut une déception tout de même bien sûr pour le comité de soutien à son entrée au Panthéon. Pour eux, la panthéonisation du peintre comtois aurait en effet eu valeur de réhabilitation. Il est certain cependant que Gustave Courbet et son œuvre continuent de fasciner. Sa liberté, son audace, sa détermination nous étonnent et nous passionnent pour ce qu'ils disent du passage de la mentalité des spectateurs d'un siècle à l'autre, d'une ouverture d'esprit qui s'est faite lentement, mais qui nous honore, nous, les regardeurs d'aujourd'hui.